Allô? Oui, Ah, j'ai perdu, il y a un truc qui oui, s'est… oui, oui, c'est moi qui ai été déconnecté et donc du coup, ça a perdu. Donc, je vais te redonner la main, excuse-moi. Ah, d'accord. Et donc, voilà, du coup, voilà, si on regarde en termes de mortalité, bon, on voit bien que, voilà, on ne gagne pas grand-chose hein, à aller fermer à 100% que d'aller fermer avec quelque chose qui est beaucoup moins strict. Mais voilà, si on regarde en termes de mortalité entre ces différents coups, ben, il y a un gain évidemment, mais voilà, ça reste assez relativement proche euh, du coup. Aussi, on regarde ici un tout petit peu, toujours de manière très illustrative, hein, c'est que se passe-t-il si au moment où je mets en place ma stratégie de confinement, que j'ai pris tellement de retard que la taille de l'épidémie initiale, elle est conséquente, quoi. C'est-à-dire, du coup, c'est l'effet, en gros, qu'est-ce que tu dois faire au début si tu avais beaucoup de personnes qui étaient déjà beaucoup infectées. C'est-à-dire, en rouge, ça, on se met dans un cas où tu as 10 fois le nombre de personnes infectées initiales au moment où tu veux mettre en place la stratégie et 10 fois quasiment la capacité d'accueil de ton système hospitalier. Et là, ce qui est marrant, c'est même dans ce cas, on tape rarement on tape très fort quand même autour de 80-85% au début. Mais ensuite, le relâchement, il est brut et il va très, très vite. Et il faut le garder quand même au fil jusqu'au fond, quoi. Et si on regarde en termes de nombre de cas sévères, donc on voit très vite que lorsqu'on tape très haut, pendant quelques semaines, ça permet vraiment de ramener très rapidement le nombre de cas sévères en dessous de la capacité d'accueil du système hospitalier. Et bien, on garde la croissance devient plus régulière et voilà, beaucoup moins rapide jusqu'à la mise en place, d'une alternative au confinement. Et évidemment, plus on agit tôt, c'est-à-dire dès qu'on a détecté un peu de cas, par exemple comme dans le cas où on a juste un centième de la capacité d'accueil du système hospitalier qui est diagnostiqué positif, ben, dans ce cas, ben, rarement on va taper très très haut. Donc, on aura un contrôle assez moins strict. Et ce qui est marrant, c'est ben, une fois le retard, le délai, ce qui est passé, on n'arrive jamais vraiment à rattraper en termes de mort. C'est-à-dire, plus je tape, plus je mets en place une stratégie tardive, quoi que je fasse, je peux réduire les dégâts, mais je ne récupère jamais ce que j'aurais pu récupérer si je l'avais fait plus tôt. C'est-à-dire, ce qui en gros est perdu d'avance en termes de mortalité. On n'arrive pas à rattraper ce temps de délai. Et du coup, pardon, c'est là. On a voulu comparer dans ces stratégies à d'autres stratégies vraiment tissées à la main, hein, c'est-à-dire que j'ai appelé ici cycliques, en gros, qui consiste à alterner deux niveaux ou plusieurs niveaux de confinement, c'est-à-dire entre un niveau maximum que je fixe ici tout le temps à 90% et un niveau minimal ou, voilà, qui peut être varié entre 0, 30%, 60% suivant les scénarios que j'illustre ici. Ce qui est important, c'est de mentionner que je compare donc ces différents scénarios à un scénario plus optimal que j'ai présenté plus haut. Alors, je les compare dans le sens où l'air en dessous des contrôles C, c'est-à-dire aussi bien rouge, vert que bleu, donc l'air en dessous de ces différentes stratégies de contrôle est exactement la même que l'air en dessous de la stratégie optimale. C'est-à-dire, en gros, imaginez que j'ai la même énergie que je vais distribuer, mais on va la distribuer différemment. Et suivant la façon dont on la distribue, ben, on se rend compte qu'on n'arrive pas à faire mieux. Pourtant, c'est la même énergie qu'on avait, mais la façon dont on l'a déployée n'est pas nécessairement la meilleure façon de faire, quoi. Donc, du coup, sur les panels rouges, donc, on a une stratégie qui alterne un degré de confinement très strict, 90% pendant un moment, et ensuite qui le relâche, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, on se rend compte que ben, on peut le faire, mais très vite, on se rend compte qu'au fil du temps, ben, voilà, il y a quand même pas mal de cas sévères qui se mettent en place dans le panel B juste en dessous. Et voilà, par conséquent, pardon, le nombre de mortalité continue à monter. Et au final, puisque l'énergie qu'on voulait distribuer, elle est finie, il y en a plus, hein, ben, on retrouve exactement le même, en termes de nombre de cas, de nombre de morts cumulés, on retrouve exactement la même situation.
que si on n'avait rien fait, la courbe en noir sur le panel C. Et ben, les choses sont totalement identiques, hein, alterner entre 90% de confinement et 30% de confinement. Cela peut éventuellement être maintenu très bas, mais une fois qu'on n'a plus rien à mettre en place, eh ben, donc soit on maintient tout le temps cette stratégie, ce qui quand même n'est pas simple à faire parce qu'on confine très fort, ben, soit dès qu'on va la relâcher, ben, les choses se remettent en place comme si de rien n'était. Et pareil si on le faisait à 60%. Alors qu'en gros, ici, c'est la même énergie qu'on voulait distribuer, hein, entre toutes ces stratégies et celle que j'ai appelée optimale. Mais juste la façon de la distribuer et de la mettre en place change totalement la donne. Et ben, en gros, pour revenir un tout petit peu à où est-ce que nous on en est, ben, on est à peu près sur cette stratégie-ci. C'est-à-dire, grosso modo, on est à peu près sur celles qui sont là, que j'appelle le confinement strict, donc full lockdown. Et en rouge, c'est en gros, ben, on confine très fort. Une fois de plus, là, on est à 90%. Je pense que c'est totalement très, 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 voilà, c'est idéaliste ce 90% degré de confinement. Et donc, en gros, ben, on a fermé tout pendant 12 semaines et au bout de 12 semaines, on a relâché. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se rend compte que oui, on décale le pic de l'épidémie, mais une fois qu'on a relâché, ben, voilà, il n'y a rien qui change. On revient, même si le pic il arrive beaucoup plus tard, mais voilà, la situation elle est totalement aussi dramatique, c'est-à-dire le système hospitalier est totalement dépassé, le nombre de décès associés en cas cumulé est quasiment identique à celui de n'avoir rien fait. Et les choses ne changent pas si on confine autant pendant 50 semaines, pareil. Pendant toutes les 50 semaines, tout est très bien. D'ailleurs, on fait même mieux que l'optimal. Si jamais on avait arrêté les choses à 50 semaines, évidemment, l'optimum ici, il a été cherché pour être optimal sur 100 semaines. Donc, si on l'avait fait peut-être sur 50 semaines, bon, bref, on aurait eu autre chose. Mais si jamais on avait un vaccin au bout de la 50e semaine, ben là, parfait. Voilà, on aurait vraiment réduit les choses, aussi bien en termes de nombre de cas sévères qu'en termes de mortalité. Mais voilà, l'idée, c'est de dire ben, le vaccin, il sera mis en place beaucoup plus tard. Et si on relâchait un moment avant, eh ben, voilà, très vite, les choses se font dépasser. Et donc, du coup, voilà, c'est un travail qui est fait vraiment dans l'équipe ici où on s'est dit, ben voilà, on va se lancer un peu sur cette affaire de COVID parce qu'en gros, ben, quand même, on est assez actif sur tout ce qui est maladies infectieuses et évolution. Donc, on a quelques trucs en cours, notamment ce travail donc, que je vous présente là qui est en préprine. J'espère qu'il va passer en review et voilà, je vous remercie du coup. Très bien, merci beaucoup Ramsès, c'était très intéressant. Donc, je vous rappelle pour poser des questions, j'aimerais que vous leviez la main et ça permet d'ordonner un petit peu le passage des questions. Marie, Marie, tu as une question, vas-y. Ouais, c'est sans doute une question stupide, mais je comprends pas pourquoi le nombre de morts cumulés plafonne alors que le nombre d'infections est pas nul. Il devrait y avoir de plus en plus de morts. Enfin, je comprends pas ce plateau dans les morts cumulées. Alors, pour faire simple, en gros, c'est-à-dire dans un modèle, restons simple, c'est-à-dire dans un modèle SIR un peu gros, en gros, grosso modo, c'est à quoi va ressembler une épidémie de grippe ou de COVID-19, grosso modo. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, regardons juste sur ce graphique-ci, la courbe en noir. Alors, le nombre de cas sévères, qui est le panel D, c'est-à-dire on a un pic, ensuite les choses retombent d'elles-mêmes. Rien ne va plus revenir, hein, c'est-à-dire au moins ce cycle, il est totalement atteint. Parce qu'en gros, ici, c'est-à-dire si on ne fait rien, on sait qu'il y a un certain nombre de morts en termes de cumulés qui va platonner parce que, ben, une fois que, pour caricaturer un peu, une fois qu'une certaine proportion de la population va être atteinte, va être exposée à l'infection, eh bien, l'épidémie d'elle-même va s'éteindre. Alors, par exemple, cette proportion, on la connaît assez bien, hein, notamment pour le modèle SEIR. On sait que c'est à peu près 1 moins 1 sur R0, R0 étant le nombre de reproductions de base. Donc, si on prend le cas du COVID-19 où on estime que le R0 il est autour de 2,5, bon là, c'est sans intervention, hein, c'est-à-dire si on ne faisait rien, ben, il faudrait à peu près, ça fait quoi, 60% à peu près de la population. C'est-à-dire on laisse circuler le virus et ben, on espère qu'une forte proportion de la population va la contracter assez rapidement. Et quand cette proportion, qui peut être estimée autour de 60%, si on ne fait pas grand-chose, va être atteinte, eh bien,
l'épidémie va s'éteindre d'elle-même et on aura en ce moment-là, c'est-à-dire le nombre de morts, il va toujours platonner parce que le panel C représente le nombre de morts cumulés, c'est-à-dire, c'est pas, c'est-à-dire au final, ce qui compte vraiment, c'est à la 100e semaine, on aura à peu près 10 puissance 6 morts, quoi, cumulés depuis le début de l'épidémie. Oui, mais je comprends ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la 40e semaine, j'ai l'impression que le nombre de morts arrête d'augmenter, alors Je qu'il sais y a… pas si… donc, c'est tout à fait normal que ça platonne parce que c'est un nombre de morts cumulés. C'est-à-dire, c'est pas, contrairement au IS qui est ce panel D. Ah, on a perdu Ramsès. On a perdu Ramsès. Un coût constant, c'est-à-dire, je mets une surmortalité qui est un taux constant lorsqu'on passe au-dessus, lorsqu'on est au-dessus de la capacité d'accueil des urgences, en fait. Je pense que là, c'est un peu léger comme modèle. Il faudrait avoir un coefficient, dire en proportion. Plus tu es au-dessus, plus il y a de morts. Si tu es juste au-dessus, faire quelque chose d'un peu plus dynamique. Mais j'ai une question. Tu as essayé de mettre juste avec une constante comme contrôle pour voir qu'est-ce qu'on obtiendrait en faisant un confinement constant, puisque ce que tu dis, c'est que si tu fais fort confinement, plus de confinement, fort confinement, plus de confinement, ça ne marche pas. Si tu faisais juste un confinement constant sur ton intégrale, voir ce que ça donnerait, est-ce que ce serait mieux ou pas? Et je pense que je le discute un peu là. Je vais essayer de repartager l'écran si c'est possible. Euh, attends, je vais le faire moi. Il faut revenir à la diapo, c'est plus la quantième. Il faut remonter, je te dirai. Voilà. Remonte. Là, par exemple, là, c'est bon. Non, oui, ça, tu peux t'arrêter là. En gros, ben, là c'est ce qui ressemble au jaune, là, c'est en gros, c'est un confinement constant, quoi. C'est-à-dire, il y a plusieurs. Là, on s'est dit, ben, on veut confiner de manière constante, mais pas très fort. C'est-à-dire, contrairement au full lockdown, qui est quasiment un confinement constant, mais très, très fort. Et ici, on s'est dit, ben, on confine de manière constante, mais pas très fort. Ben, et cette constante-là, je l'ai pris à peu près étant la moyenne de l'optimum. Pour dire, ben oui, normalement, voilà, c'est un degré qui est modéré et qu'on maintient tout le temps. Ben, on voit bien qu'il y a nécessairement un effet de cela. C'est-à-dire, voilà, on parvient à rester en dessous du seuil critique pendant voilà, un temps qui est quand même assez conséquent. Mais inévitablement, voilà, on y arrive. Si les choses, voilà, s'il n'y a pas un vaccin qui est mis en place avant à peu près ici la 60e semaine, ben, on est passé au-dessus du seuil critique, quoi. Oui, oui. Mais je suis Attendez. On va reprendre l'ordre des questions, s'il vous plaît. Donc, Romuald, vous levez la main si vous avez des questions, s'il vous plaît. Alors, mais je sais pas, ça ne fonctionne pas avec mon ordinateur. Je ne peux pas lever la main. Ça ne fonctionne pas. Alors, donc, la parole est à Romuald, s'il vous plaît. Bien, merci. Désolé. Moi, ma question, c'est sur le calcul de la surmortalité induite par le fait que les hôpitaux sont saturés. Je me demandais comment elle était calibrée. C'est un choix et en particulier aussi parce qu'il y a un effet contraire qui n'est pas négligeable, qui apparaît assez clairement chez les assurances en ce moment. Et l'effet contraire étant que il y a moins d'accidents de la route, il y a moins d'accidents autres. Donc, autrement dit, face au confinement, il y a aussi une sous-mortalité par rapport au niveau habituel, peut-être pas sur les mêmes tranches de population. Et donc, je me demandais un petit peu comment on pouvait calibrer ces chiffres-là. Alors, personnellement, je pense que c'est assez difficile à vouloir calibrer. C'est-à-dire ici, ce que je présente là est plus, voilà, c'est moins vraiment dans le sens de dire ben, il y aura 1000 morts. C'est vraiment plus d'un point de vue plus qualitatif que je défendrai les résultats.
Mais par contre, le mu, par exemple, que j'ai pris ici, ben, je l'ai pris, je ne me souviens plus, de l'ordre de 10 puissance moins 6, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est vachement assez négligeable, mais pas nul non plus. Donc, D'accord. parce qu'effectivement, oui, concrètement, comment est-ce qu'on estime ce paramètre? Je pense que ce n'est pas une question triviale, quoi. En fait, on a commencé à essayer de comparer à des données du même mois l'année dernière, par exemple, par tranche de population là, dans les sociétés d'assurance. Mais voilà, comme les habitudes des gens changent, en fait, il y a des choses qui deviennent plus comparables aussi. Donc, c'est là où ça devient difficile. Ouais. Si je me remarque. Merci pour l'exposé. Merci. Pierre-Alexandre? Oui, j'avais une question sur le modèle. C'est dans les premiers slides. Alors, c'est plus détaillé dans le rapport qui est disponible, que j'ai lu. Il me semble pas clair du tout qu'on ne puisse pas agglomérer EM et ES et AM et AS. Donc là, je n'ai pas bien compris quelle est l'explication donnée. En particulier, quand on regarde les équations, on consomme les deux, comme il y a un terme de migration dans chacune des équations, mais qui est proportionnel au même taux, P1 moins P, je crois, oui, c'est ça, P1 moins P. Formellement, on a vraiment l'impression qu'on peut simplifier le modèle en agglomérant EM et ES et AM et AS. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Ramsès. En agglomérant, c'est-à-dire, du coup, comment En ça? additionnant. On Hein? additionne. On écrit E égale EM plus ES, A égale AM plus AS, et on obtient la même équation dans lesquelles, disons, EM et ES peuvent n'apparaître que comme des sorties, c'est-à-dire EM égale P fois E et ES égale 1 moins P fois E. Et de la même façon pour AM et AS, c'est-à-dire il me semble que le modèle peut être simplifié. Alors, je pense que c'est pas totalement impossible, mais si on regarde du coup ce qui se passe au niveau de la force d'infection, c'est là que ça change un peu en fait. Parce que dans la force d'infection, par exemple, les IS, en gros, a priori, ils sont plutôt contagieux, c'est-à-dire ils sont dans voilà, ils sont aux urgences, c'est-à-dire ils sont dans une prise en charge qui quand même réduit vachement leur contagiosité. Ah oui, moi je parle de E et de A. Hein. Et je suis d'accord que IM et IS ne peuvent pas être considérés de la même façon. Mais par Mais contre, E si et A, tu agglomères E et A dès le début, ben, tu es obligé de bifurquer trop tard. C'est-à-dire, comment, a priori, tu es obligé de dire, ben, j'ai un pool de population et après, j'ai dit, vraiment, le problème, c'est que tu as déjà laissé passer la latence et ensuite la période asymptomatique avant de décider qu'il y avait une proportion qui devait faire la sévérité et une autre des infections modérées. Ça, c'est beaucoup trop tard dans la dynamique, en fait. quand on lit les équations, ce n'est pas le cas, je pense. Parce que du coup, à moi, ce que je n'ai pas bien cerné la question, c'est-à-dire… Est-ce que EM plus ES apparaît tout seul et AM plus AS apparaît tout seul? Si à chaque fois que dans les équations, on voit AM plus AS et pas avec la pondération 1 et 1, et pareil pour EM et ES, c'est vrai qu'on peut faire qu'un seul compartiment avec tout ça. C'est un compartiment E et un compartiment A. Il en faudrait encore 2 au lieu de 4. Ouais, éventuellement parce que, ouais, pourquoi pas. Hein. On pourrait imaginer tout ça. Hein. Mais une fois de plus, dans ce que je présente là, regarde par exemple la transition de E vers A, ben, je mets un taux constant qui est le même, epsilon. Éventuellement, ça pourrait être différent. Donc, on pourrait faire des simplifications éventuellement, pourquoi pas. Et d'ailleurs, une fois que j'ai l'écrit sous une forme plus matricielle, que j'ai discuté un peu quelque part, ben, du coup, je m'embarrasse plus trop de ça, quoi. Ouais, Très bien. Vraiment, Non, mais je pense qu'il ne faut pas s'attacher au modèle et au fait que ça colle ou pas avec l'épidémie actuellement. De toute façon, pour le moment, le nombre de AS est assez difficile à obtenir, donc la probabilité P ou 1 moins P est très difficile à connaître.
Je pense que ce qui est important dans ce modèle-là, c'est de voir ces courbes-là et que, effectivement, une stratégie optimale permet réellement d'arriver à minimiser le nombre de morts et que la stratégie optimale, je ne sais pas comment on peut la mettre en place, mais en tout cas, elle est bien mieux qu'une stratégie de type Bang Bang qui est la stratégie actuellement recherchée. Mais d'ailleurs, et je donnerai la parole à Dirk juste après, mais tant que j'y suis, comment tu envisages mettre en œuvre cette stratégie optimale? Parce qu'on voit très bien comment mettre une stratégie optimale du type Bang Bang. Tout le monde est confiné ou alors on relâche la ceinture pour tout le monde. Mais comment mettre une stratégie optimale en œuvre? Et là, c'est une très bonne question parce que du coup, parce qu'elle est très régulière et la meilleure façon de la mettre en œuvre, et ça, je l'ai fait malheureusement, je ne le présente pas ici parce que ça ferait beaucoup trop de choses d'un coup. C'est du coup, de mettre CDT, je fais CDT moins tout étant un délai à mettre en œuvre ma stratégie, c'est-à-dire la stratégie a un retard par rapport au nombre de cas. D'accord. C'est-à-dire, ce qui est marrant, c'est le retard, là, même si on a un retard de 2 ou de 3 semaines avant de déployer l'optimum, il est quasiment, il garde vraiment une performance assez impressionnante, quoi. C'est-à-dire, la meilleure façon, c'est de dire, je prends cet optimum que je viens vous présenter là, mais je la mets en retard. C'est-à-dire, je prends une semaine, j'ai une semaine de retard dans sa mise en œuvre. Même là, tu gagnes vachement beaucoup, quoi. OK. Dirk? Oui, en fait, il y a des stratégies discutées, des stratégies de type de mélange. Par exemple, de porter systématiquement une masque. Après, on arrête la quarantaine. Et dans ces cas, c'est comme probablement changer la lambda dans votre modèle, hein, diminuer la lambda. Et je voulais demander si vous ne pourrez pas calculer les conséquences de stratégies comme, par exemple, faire beaucoup de tests et laisser de gens travailler qui ont déjà immunisé ou protégé avec le masque, ou je ne sais pas, l'autre moyen. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça ne pourrait pas implémenter une alternative qui est au milieu de stratégie optimale et de stratégie de quarantaine? Oui, tout à fait, tout à fait. On est en train de travailler un peu là-dessus avec Quentin, avec qui je suis en postdoc, qui est en postdoc avec moi. Oui, effectivement, d'implémenter d'autres choses. C'est-à-dire ici, effectivement, on a fait le focus sur, en gros, le confinement, mais effectivement, c'est qu'on peut éventuellement regarder sur le diagnosticage qui n'est pas pris en compte dans le modèle, mais qui peut être fait si on diagnostique fortement, si effectivement on met des mesures barrières, mais qu'on laisse les gens quand même se balader avec le masque. Mais là où j'ai un peu du mal pour l'instant, c'est comment je mesure la portée ou l'efficacité du masque. C'est-à-dire, en gros, en mettant un masque, ça réduit ma transmission de combien? Pour l'instant, on a du mal à pouvoir quantifier ça. Mais oui, si l'idée derrière, c'est de dire que lorsqu'on met un masque, il y a un effet dans la réduction de la transmission, même si on est infectieux. C'est des choses qu'on peut regarder, mais seulement c'est un peu difficile à quantifier, notamment autant pour le diagnosticage. On voit très bien comment ça marche parce qu'une fois qu'on est diagnostiqué, quelque part, on est mis en isolation. C'est à peu près ça l'idée. Mais pour le masque, j'ai un peu du mal pour l'instant à voir comment je vais pouvoir dire le port du masque diminue ma contagion de temps, quoi. Mais il y a un effet de ces deux effets. Il y a un effet, aussi bien du port de masque que de diagnostiquer. Un effet positif dans la diminution ou le contrôle de l'épidémie, quoi. Ça, c'est très clair. Et la deuxième question, en fait, vous traitez l'épidémiologie l'épidémie comme une cas bien mélangé, mais il y a de fluctuations entre les densités de population fortes en France, par exemple. Ça veut dire peut-être une bonne stratégie dans une région et pas forcément la même bonne stratégie dans une autre région. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose à calculer également? Ouais, c'est largement faisable, oui. C'est-à-dire,
Ici, voilà, il n'y a pas d'hétérogénéité au niveau de la population. Voilà, tout le monde ressemble à tout le monde et se comporte quasiment de la même façon. Mais oui, on peut. L'idéal, oui, c'est de permettre plus d'hétérogénéité, notamment même en termes de structure d'âge aussi, qui semble jouer important. Bien sûr, ça, mais aussi au niveau de densité en espace. Par exemple, je crois que ce n'est pas par hasard qu'à Paris, ça a beaucoup augmenté. C'est parce qu'il y a beaucoup, la densité est beaucoup plus importante que, je sais pas, à l'autre région. Et je me pose la question, peut-être on pourrait être moins strict si la densité est moins, il est plus bas que quand la densité est plus élevée comme en Paris. C'est pas, c'est discutable, c'est-à-dire c'est des choses qui méritent d'être regardées, effectivement. Il peut y avoir des effets, effectivement, en densité de population. Je suis totalement d'accord avec vous, mais oui, ça, on l'a pas, personnellement, je ne l'ai pas regardé en détail, mais oui, c'est des questions qui sont totalement intéressantes, quoi. Là, je crois qu'il y a aussi un effet psychologique parce que déjà, les gens ont du mal à comprendre ce que ça veut dire confinement. Les entreprises commencent à parler de sortie de crise et donc le gouvernement dit oui, on est en train de regarder les stratégies de sortie de crise et tout le monde comprend que ça veut dire bah, ça y est, c'est fini. Donc, je pense que ce que tu dis, dire que c'est intéressant d'un point de vue conceptuel, maintenant il y a un élément qui est l'acceptation et la réalisation par la population de ce qui est l'optimal qui me semble assez difficile à faire comprendre. Déjà, pour le moment, on est en confinement total ou maximum et la plupart des gens comprennent pas grand-chose quand même. Hein. Oui, parce que de toute façon, dans la durée, le maximum total, il n'est pas tenable, quoi. C'est-à-dire, Oui. il n'est pas tenable. Et le pays même se commande que non seulement il n'est pas tenable, mais voilà, il ne ramène pas, c'est pas le Graal qui arrête tout, quoi. C'est ça l'idée. D'ailleurs, il y a des pays comme la Suède qui assument jusqu'aujourd'hui de ne pas le faire et de laisser circuler un tout petit peu, quoi. Léo Régnier avait une question. Je viens juste de l'écrire. En fait, c'était pour savoir si c'était possible en fait de choisir plutôt un profil de coût constant par morceau, avec un nombre de coups, avec un coût sur le nombre de sauts par exemple, et d'optimiser dessus, parce que ce sera a priori une stratégie plus réaliste, je pense. Un gouvernement qui mettrait des stratégies de confinement, disons semaine 2, on fait confinement très strict, puis après on réduit semaine 4, etc. Ah, Ramsès est parti. Ok, bon, vu l'heure, je crains que Ramsès ne revienne pas trop dans les temps. Éventuellement, je peux répondre rapidement à la question Oui. parce que c'est des choses qu'on peut faire. Déjà, si on met une contrainte en lambda qui représente un nombre moyen d'interventions, autrement dit, si le critère c'est genre une intégrale c'est lambda son terme là où ça représente un nombre moyen d'intervention, donc c'est une contrainte sur un nombre moyen d'intervention. Et si on veut dire j'ai droit à 10 coups par exemple, bah, il faut résoudre le problème quand on a le droit à un coup. Là, on a la stratégie optimale quand on en a qu'un, et puis il faut revenir en arrière backward en temps ensuite pour trouver ensuite le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Comment dit, par programmation dynamique, je pense que c'est faisable. D'accord. Juste une remarque après. Ok, merci beaucoup. Vu l'heure, je pense que j'enverrai un message à Ramsès pour bien le remercier de cet encourageant exposé. Je pense qu'il permet de voir qu'en travaillant un petit peu, il y a des solutions optimales. Je ne sais pas trop comment les mettre en œuvre, mais en tout cas, ça donne un aspect théorique optimiste pour la sortie de crise. Très bien, donc je vous rappelle que le prochain exposé, c'est demain après-midi. Donc, il y a eu un petit… au début, il était prévu vendredi matin, mais il aura lieu demain après-midi. C'est Amaury Lambert. Si vous avez des interventions, vous pouvez lever la main encore pendant quelques minutes. Et sinon, je vous dirai à demain. Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. À demain. Au revoir.